question semble peut-être plus valable parce que j'allais vous demander justement de nous expliquer à la caméra pourquoi que la vidéo charte des élections avait été retirée. Alors, vous me disiez que c'est peut-être plus le cas, donc on... Bon, regardez, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on prend ce genre de décision-là. C'est quoi les parties de la loi qui sont en jeu et c'est quoi les difficultés qu'on a dans un cas comme celui-là. Dans une période électorale, donc entre le jour du décret, dans ce cas-ci le 5 mars, et le jour de l'élection, c'est-à-dire le 7 avril, il y a des règles qui ne s'appliquent pas en aucun autre temps qui portent sur les dépenses électorales. Le principe, c'est que on ne peut pas dépenser d'argent pour faire la promotion d'un parti ou d'un candidat. Les mots de la loi, c'est on ne peut pas favoriser ou défavoriser un parti politique ou un candidat si on n'est pas un parti politique ou un candidat. Donc, et les dépenses sont autorisées par un agent officiel. Le but, c'est de préserver l'équité entre les candidats et les partis. Si quelqu'un pouvait arriver avec des ressources externes à celles des candidats et des partis, injecter de l'argent, faire de la publicité, lancer des messages parallèles, ça viendrait déséquilibrer les forces, ça vient déséquilibrer les forces des acteurs en présence. Et ce que la loi veut préserver, c'est justement cette espèce d'équité entre les partis et les candidats. Donc, et le principe de la loi, au moment où les dispositions étaient adoptées à la fin des années 1970, c'était que si tu contrôles les dépenses, si tu contrôles l'argent, tu vas contrôler la diffusion des messages. Alors, la loi nous explique ce qu'est une dépense électorale. Il y a 3 ingrédients pour faire une dépense électorale. Il faut tout d'abord qu'il y ait une dépense, il faut qu'il y ait un coût. Si ce que l'on fait n'a rien coûté, il n'y a pas de dépense, il n'y a pas de dépense électorale. Il faut que les messages soient lancés durant la période électorale, donc entre le 5 mars, le 6 mars et le 7 avril. Et troisièmement, il faut que ça favorise ou que ça défavorise directement ou indirectement un parti ou un candidat. Ce qui veut dire que si on a ces 3 ingrédients-là de réunis, une dépense pendant la période électorale pour favoriser ou défavoriser, on a une dépense électorale. Si cette dépense-là n'a pas été autorisée par un agent officiel, c'est une dépense électorale illégale. Après nous avons expliqué ce qu'est une dépense électorale à l'article 402 de la loi, à l'article 404, la loi nous explique ce que n'est pas une dépense électorale. D'accord. Parce que il y a, durant une période électorale, une limite à la liberté d'expression. Si on nous dit, est-ce qu'on restreint les libertés d'expression pendant les 33 jours d'une période électorale? La réponse, c'est oui. La Cour suprême, dans une décision qu'elle a rendue en janvier 2012, a reconnu que c'était raisonnable de limiter la liberté d'expression pour préserver l'autre principe important qui était l'équité entre les candidats et les partis. La protection de la liberté d'expression n'est donc pas complètement disparue. Dans les exceptions de la loi, on protège la liberté d'expression. Elle est restreinte d'une façon, mais elle est aussi protégée. Et dans les exceptions de l'article 404 de la loi, on dit par exemple qu'un journal, un périodique, des articles de journaux, des éditoriaux, des nouvelles, des entrevues, tout cela, même si ça a coûté quelque chose, c'est pas une dépense électorale. Voyez-vous, la diffusion par un poste de radio, de télévision d'une émission d'affaires publiques, c'est pas une dépense électorale. Le coût de production ou de promotion d'un livre qui a été publié avant la période électorale et qui continue à publier durant la période électorale, les conditions de publication ne changent pas, ce n'est pas une dépense électorale. Voyez-vous? Donc, alors, notre façon de raisonner les situations, et c'est ça qu'on a appliqué dans le cas de la Charte des élections, on s'est demandé, y a-t-il dépense électorale? Est-ce que les 3 ingrédients de la dépense électorale sont réunis? Est-ce que ça a coûté quelque chose? Est-ce que c'était pendant la période électorale? Est-ce que ça favorisait ou ça défavorisait un parti ou un candidat? On dit qu'un électeur ou une électrice qui voyait ce document-là, ça pouvait lui donner envie de voter pour ou contre un parti politique. Et il fallait aussi se demander si les gens qui ont produit le document étaient un média ou pas.
est-ce que les boîtes de production qui ont produit la charte des élections pouvaient entrer dans la catégorie des médias? À ce moment-là, ils auraient bénéficié de l'exception. Alors, c'est là qu'on en est. Ce sont les questions qu'on se pose. Alors, on doit regarder la production et déterminer s'il y a un coût. Le deuxième critère qui est diffusé durant la période électorale, ça c'est assez clair, ce document-là a été diffusé durant la période électorale, c'était le projet. Est-ce que ça défavorise ou ça favorise directement un parti ou un candidat? Voilà une autre chose que nous devons déterminer. Et la troisième question sur laquelle il faut se pencher, la troisième décision qu'il faut prendre, est-ce que les gens qui ont produit ça sont un média? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de l'exception de l'article 404 de la loi électorale qui dit qu'un média ne fait pas de dépenses électorales? Alors, ce sont les paramètres dans lesquels on doit rendre la décision. Et malheureusement, le 28 mars 2014, vers 11h30 midi, la décision n'est toujours pas rendue. OK. Mais juste pour clarifier, les groupes ont bel et bien reçu une lettre en leur demandant... Alors il y a une première décision qui a été rendue à l'effet qu'il s'agissait d'une dépense électorale, oui. Que les 3 ingrédients étaient réunis, que ça avait coûté quelque chose, que c'était pendant la période électorale et que ça favorisait ou ça défavorisait un parti politique. Et nous avons également conclu qu'il ne s'agissait pas d'un média, donc il ne pouvait pas bénéficier de l'exception de l'article 404 de la loi électorale. Donc, au début, vous étiez de la position que c'était pas un média. Une fois que je vous ai dit ça, la clip que je viens de vous donner, oui. Si c'est ça la réponse, là, si c'est ça la décision qu'on prend, cette clip-là est bonne. Comprenez-vous ce que je viens de vous dire, là? Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que... là, au début, vous avez dit que ce n'est pas des médias, donc ils peuvent pas avoir exception avec cet règlement-là. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'exception de la loi. Mais maintenant, vous y pensez peut-être revenir sur la décision? Alors, on nous soumet des points de vue. C'est un peu comme un tribunal quand il y a 2 avocats qui soumettent des arguments. On nous soumet des arguments et à ce moment-là, on doit se pencher sur ces arguments-là. Le problème, c'est qu'on ne les a pas tous reçus la même journée. Oui. Et qu'on continue d'en recevoir et que ça continue d'alimenter notre réflexion. Donc là, vous penchez sur la question, est-ce que c'est des médias? Alors, une des questions qu'on se pose, effectivement, est-ce que les gens qui ont produit ce document-là pourraient être considérés comme des médias? Et à ce moment-là, si tel est le cas, il n'y aurait pas de dépenses électorales. OK. Mais est-ce que vous savez comment vous allez faire pour décider si ça peut être considéré média ou non? Ça, il faut regarder la nature des entreprises, quelles sont leurs activités habituelles, faire une manière d'historique de ce qu'ils ont fait par le passé, et puis à ce moment-là, déterminer est-ce que cette activité-là peut être assimilée à l'activité d'un média. OK. Et ensuite, vous allez retirer la demande, j'imagine? Puis, Alors, de 2 choses l'une, ou alors on conclut qu'il s'agit effectivement d'une dépense électorale et l'avis ou la demande que l'on a fait de retirer le document demeure, ou alors on va décider que après examen, il ne s'agit plus d'une dépense électorale. Pardon. Et à ce moment-là, ceux qui diffusent le document vont pouvoir recommencer à diffuser. D'accord. Est-ce que vous savez c'est quand vous allez revenir à cette décision? Ou? J'espérais que ce soit aujourd'hui. Il semble que ça ne sera pas le cas. D'accord. Je voulais vous poser quelques questions spécifiques. Vous avez dit auparavant que... je vais vous lire... que les coûts reliés au tournage, diffusion et promotion du film, c'est ça qui constituait la dépense électorale, c'est bien ça? Oui. Mais dans le cas de la Charte des élections, le tournage était fait par des bénévoles et la diffusion à travers YouTube, qui est gratuit, et aussi les réseaux sociaux, c'est ça qui a fait la promotion. Non, la diffusion, il n'y a pas de problème. La diffusion sur YouTube est gratuite. Oui. La diffusion, quand on diffuse quelque chose par les médias sociaux, la dépense n'est pas au niveau de la diffusion. Il faut se regarder la production. Ce serait un peu simple si on pouvait, là je fais une image caricaturale, si on pouvait investir 1 million dans la production d'un document, mais parce qu'on le diffuse gratuitement, on pouvait conclure qu'il n'y a pas de dépense.
ça se tient pas. Il faut regarder si la production du document a impliqué des coûts. À ce moment-là, il y a une dépense. Oui. Voyez-vous, à l'œil, le document a une allure professionnelle. Peut-être que des professionnels ont décidé de faire du bénévolat, mais s'ils vendaient leurs services à d'autres personnes, dans d'autres circonstances, ça coûterait quelque chose. Ce service-là a une valeur. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, c'est le coût de la production potentielle fait par les bénévoles qui démontrait... Ben voilà, bon. C'est ça. Alors, l'autre affaire, ce qui est bénévole, c'est pas le premier film plus long qui s'appelle la charte des distractions. Ce qui aurait été fait bénévolement, c'est le petit documentaire de 8 minutes, je pense. Mais est-ce qu'on s'entend pour dire que les images qui viennent de là sont prises de l'autre document qui a coûté quelque chose? Ben, en fait... Le travail, peut-être, vous allez me dire le travail de montage, mais ils sont pas repartis. La production n'a pas été refaite de zéro. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ils ont pris justement des extraits. Oui, mais il faut dire que le tournage du premier film n'a rien coûté non plus. Ils ont ramassé un 3000 sur Kickstarter, mais c'était pour pouvoir louer une salle de cinéma. Vous avez des dépenses. C'est pas une dépense qui est faite dans le film, par exemple, c'est une dépense qui est faite dans la diffusion d'un premier film. C'est impossible. C'est pas relié, on peut pas mélanger les deux cas. C'est impossible. Oui, c'est impossible que la production d'un film ne coûte rien. Comment? Pourquoi? Ben parce qu'il y a du temps personne, parce qu'il y a de l'équipement, parce que, tout coûte quelque chose dans la vie. Oui, je comprends, mais si moi je décide avec mes connaissances de production, si moi je décide d'y aller mettre du temps de bénévole à la cuisine, la soupe populaire, tu sais, ben, c'est correct, il n'y a y a pas de coût de production, là. Mais si je m'en vais faire un film, qui est quelque chose que je fais très bien, puis que ça a un look professionnel, je veux dire... Il faut évaluer, chaque cas est particulier. Oui. Dans ce cas-ci, on a évalué que ce travail-là, le document qui avait une allure professionnelle, avait inévitablement nécessité des ressources professionnelles, et ça vaut quelque chose. Oui, mais c'est des professionnels au terme bénévole, je veux dire. Ben là, écoutez, c'est la façon qu'on a de regarder ça. Oui, mais je veux juste comprendre, si un amateur aurait fait une production vidéo, qui aurait le look amateur. L'autre exemple, vous faites un site web dans votre sous-sol, en artisan, c'est un peu croche, on va voir ça, on va comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'artisanal. À l'œil, ce film-là n'était pas une production artisanale. Mais d'un côté, ça serait pas punir ceux qui font bien leur job? En période électorale, pendant 33 jours, je vous parle pas du reste de la vie. Oui, là. je comprends, là, mais... Pendant 33 jours, il y a une restriction à la liberté d'expression raisonnable, a décidé la Cour suprême du Canada. Et à ce moment-là, pendant ces 33 jours-là, il y a des choses... il y a des règles qui s'appliquent là, qui ne s'appliquent pas en d'autres moments. Il y a des questions qu'on pose, des évaluations qu'on fait que l'on ne ferait pas en d'autres moments. Est-ce que c'est possible que si la Charte des élections aurait eu le même contenu, mais une qualité de production différente, est-ce que ça serait possible que ça ne serait pas considéré une dépense électorale? Ben, ça vient de l'autre affaire qui a coûté quelque chose. C'est un enfant du premier film. C'est pas une production différente. Non, je comprends, mais la production du premier film n'a rien coûté, c'est la diffusion du premier film. Nous, vous dites que là-dessus, on s'entend pas. Vous dites que le premier film n'a rien coûté. Oui. Nous, on vous dit le premier film, la production du premier film vaut quelque chose. À ce moment-là, ça implique que... je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes propriétaire d'une station de radio. Oui. Vous avez, monsieur ici se présente candidat aux élections. Vous dites, je vais te donner de la publicité. Ça ne coûtera rien. Moi, là, bénévolement, là, je vais aller dans le studio, là, puis on va faire un commercial, puis je vais le diffuser. Ça ne coûtera rien. Toutes les autres, vous les faites payer. Voilà, ça a un coût. Il y a des choses qui ont un coût, et on ne peut pas, par un moyen détourné, engendrer des dépenses sans dire qu'on engendre des dépenses. Est-ce que ça va même à considérer l'équipement qu'ils auraient pu acheter pour faire d'autres projets, que cet équipement a coûté quelque chose et donc c'est vraiment juste le temps que ça effectivement, si ça a été fait avec de l'équipement professionnel, ça renforce l'idée que le service a une valeur.
C'est pas fait en amateur avec un téléphone. Oui, mais ça serait un point intéressant à discuter parce qu'aujourd'hui, amateur devient de plus en plus professionnel. Les gens peuvent réaliser des films. C'est une difficulté qu'on a dans l'évaluation de ces cas-là, je vous l'accorde. Oui. C'est pas facile. Parce que j'ai vu dans le cas, il y avait une vidéo à propos de le High School Westmount, tu sais. Puis dans ce cas-là, il avait été jugé que les moyens étaient assez petits. Et donc, ça consistait. Mais comment est-ce que ça a été déterminé, ça? C'est une question d'évaluation. On n'a pas à révéler toutes nos façons de mener nos enquêtes et d'évaluer toutes ces choses-là. J'aimerais juste tenter de comprendre sur quelle base qu'un film peut être considéré qui n'a pas beaucoup de valeur, puis que l'autre, oui. Parce qu'en fait, c'est juste une... C'est une évaluation subjective. OK. Bon. Là, alors, avec les nouvelles technologies, justement, est-ce que c'est quand la dernière fois que l'article de loi aurait été mis à jour? Est-ce qu'ils ont... Il y a eu une mise à jour de cet article-là en 2012, mais je ne sais pas si c'est à propos de quoi. Les dispositions pertinentes n'ont pas été changées depuis 99-2009, depuis plus de 20 ans. OK. Parce que je comprends que vous avez comme exception, justement, si on écrit une lettre ouverte de telle affaire, mais justement... Parfois, on peut procéder par analogie. Il y a une exception qui dit qu'une assemblée de cuisine politique qui coûte moins de 200 n'est pas une dépense électorale. On a décidé qu'un blog, c'est une assemblée de cuisine virtuelle à ce moment-là qui est bon. On a décidé que le documentaire La Première, qui est diffusé sur Illico, était comme un livre. C'est un document biographique qui était comme un livre. Alors, c'était comme un livre qui est publié avant la période électorale et qui est diffusé pendant la période électorale et que les conditions de diffusion, de publication ne changent pas. À ce moment-là, on a appliqué à La Première, le documentaire en question, le même régime qu'un livre. Ouais. Donc, autrement dit, parfois, on procède par analogie. C'est la difficulté qu'on a de gérer les nouvelles technologies. La loi n'ayant pas été adaptée, il faut être créatif, puis on évalue le mieux qu'on peut. Oui, parce que dans le cas d'une lettre ouverte, on pourrait dire que... Une lettre ouverte, c'est publié par un journal et la liberté de presse du journal est garantie. Ce qui est publié dans un journal n'est pas une dépense électorale. Non, c'est ça, je veux dire, c'est que la lettre ouverte serait correcte, mais quelqu'un qui diffuse une vidéo ne serait pas nécessairement. Mais on peut dire que c'est juste le médium de technologie qui change, pas nécessairement le contenu. Donc, il y a peut-être quelque chose... Nous, ce qui nous intéresse pour le respect de la loi, c'est y a-t-il des dépenses, y en a-t-il pas? Le contenu, enfin, c'est pas vrai. Si le contenu, on s'intéresse au contenu pour déterminer s'il favorise ou s'il défavorise un candidat ou un parti. C'est à ce moment-là que le contenu nous intéresse. Quant au reste, ce qui nous intéresse, c'est les dépenses pour produire le message. OK. Parce qu'on a parlé plutôt d'utiliser son cellulaire, par exemple, pour filmer, puis ça aurait été considéré plus amateur, mais il y a même des coûts reliés au cellulaire. Donc, c'est à quel moment que ça devient... Il y a un principe, latin qui dit « de minimis non curat lex ». Des petites choses, le législateur ne se soucie pas. Autrement dit, quand quand le coût est minime, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de coût. OK. C'est le cas du cellulaire. Non, je comprends. C'est juste que vous avez dit tantôt que c'est subjectif, pareil. C'est subjectif. Oui. Alors l'évaluation qui consiste à décider si c'est un coût minime ou pas demeure subjective. OK. Donc, 99 Médias, c'est un organisme qui est quand même enregistré auprès du Canada. Est-ce que vous savez comment vous allez décider si... Il y a encore une discussion là-dessus. Oui, OK. Il n'est pas terminé. D'accord. Parce qu'il y a une ligne à franchir. Je veux dire, les médias de masse, ils font très bien des éditoriaux, des commentaires et tout ça, et c'est pas considéré une dépense électorale. Voilà. Alors, ça serait quoi la place des médias indépendants si jamais vous les considérez en tant que... On a décidé que libéraux.net et péquiste.com sont des médias indépendants. Ce sont des agrégateurs de contenu sur le web. On leur a appliqué l'exception du premier paragraphe de l'article 404. Sur la base qu'il y avait des vidéos informatiques et tout ça. C'était une agrégation de contenu comme le fait un journal. D'accord. Donc, si vous trouvez que 99 Médias aussi, c'est une agrégation de...
Voilà. ça va suivre la même... C'est ça. Faut voir, faut évaluer. Il faut évaluer si on rentre ou pas 99 médias, puis ils sont trois producteurs, là. Oui. J'ai oublié le nom des deux autres, là. Alta Citoyen et GAPA, oui, c'est Voilà, ces trois corps de voilà, c'est citoyens. ça. Alors, faut déterminer si ces médias-là si ces groupes-là peuvent être assimilés à des médias. OK. Est-ce qu'à l'avenir, est-ce que le DGE prévoit faire des mises à jour selon les nouvelles technologies? C'est pas nous qui mettons la loi à jour. C'est l'Assemblée nationale, ça prend un projet de loi pour changer ça. Mais vous pouvez faire des suggestions. On peut faire des recommandations, effectivement. Oui. Il n'est pas impossible qu'on en fasse. OK. Ouais, c'est vraiment très compliqué, hein? Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Alors, vous avez dit, donc la place des citoyens, je veux dire, ils peuvent pas non plus exiger leur point de vue. Ils peuvent s'exprimer sur Twitter, Facebook, sans problème. Quelqu'un peut se partir un blog chez lui, ça coûte rien. Mais tout le monde ne peut pas s'exprimer de toutes les façons durant une période électorale, parce que durant 33 jours, il y a des règles qui nous disent que si on s'exprime en dépensant de l'argent, il n'y a que les partis et les candidats qui peuvent le faire. J'ai encore des questions qui tournent autour de la technologie. J'aimerais savoir comment est-ce que, de quelle façon qu'une publication éditoriale écrite sur papier peut être différent de quelque chose qui est publié sur YouTube. Je veux dire, à ce moment-là, c'est vraiment les coûts de production que vous regardez. Exactement. Hein? C'est pas les coûts de diffusion. OK. Mais si quelqu'un a une maîtrise en écriture, OK? Puis il écrit une lettre vraiment convaincante, là. Mais il a le droit de le publier, tout ça. Comment est-ce que ça peut être comparé à quelqu'un qui a des connaissances production, mais qui peut pas les démontrer dans ses vidéos sans être considéré... Si la personne qui écrit la lettre, si son métier est d'écrire des lettres, et qu'habituellement cette personne-là vend ses services, à ce moment-là, on pourrait conclure que quand elle fait ça, les donner plutôt que les vendre, elle fait un cadeau. Et à ce moment-là, que ça passe pas. OK. Mais dans le même sens, les gens amateurs et professionnels de ces trois corps-là, habituellement... Habituellement, un professionnel, ça vend ses services. Si un professionnel décide de donner ses services plutôt que les vendre, il décide de faire indirectement ce que la loi ne permet pas de faire directement. C'est-à-dire faire une dépense pour produire un message. Mais comment est-ce que leur cadeau serait différent du cadeau de l'autre qui écrit une lettre? Si cette personne-là est un professionnel de l'écriture, c'est plus un cadeau. Vous avez dit le contraire plutôt. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Vous dites, si quelqu'un a du talent pour écrire, OK? Si quelqu'un a du talent pour écrire, cette personne-là, et si c'est un rédacteur professionnel, habituellement, quand il écrit pour quelque chose, il vend ses services. Oui. Alors, s'il décide de ne plus vendre ses services, à ce moment-là, il fait indirectement, ce qu'il fait a une valeur, la valeur à laquelle il vend ces services-là habituellement. Oui. Donc, le coût de la dépense est là. OK. Donc, dans ce cas-là, ça serait pas correct non plus. Si c'est un professionnel de l'écriture, si c'est un écrivain connu qui décide de publier un appui à un parti politique ou un candidat, on va se poser la question. D'accord. OK. Donc, puis vous pouvez pas révéler non plus, j'ai déjà posé la question sur comment vous allez évaluer, donc... Ça demeure une évaluation subjective. OK. Basée sur le plus possible sur des faits rigoureux, mais là, on dévoile pas nos méthodes d'analyse. OK. Sinon, peut-être juste une dernière comparaison, parce que je sais que la décision de la Cour suprême, justement en 2012, c'est à propos de... La FTQ qui avait diffusé des dépliants contre l'ADQ. Ah, OK. Mais si, admettons, parce que les publicités à la télévision, par exemple, ça, je sais que c'est considéré une dépense électorale si c'est pas fait par des partis politiques, c'est bien ça?
Donc, je me même quand c'est fait par des partis politiques, c'est des dépenses électorales. Sauf que dans ce cas-là, Oui. les agents officiels les assument. C'est ça. On peut faire des dépenses électorales tant qu'elles sont assumées par un agent officiel. OK. Mais je me demande, dans ce sens-là, on est à la maison, on écoute la télévision passivement et l'annonce nous vient d'en face, nous influence, tu sais. Mais si on est sur Internet, on cherche quelque chose activement sur les liens YouTube, Vimeo, quoi que ce soit. Donc, la personne décide de cliquer dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une différence dans le... La personne peut décider de changer de chaîne quand elle est devant sa télé, puis elle peut décider de continuer d'écouter. On n'est pas si captif que ça d'une télévision. OK. Donc... D'accord. Okay. Do you have a question? No, not a question really, but I mean this thing, okay, the Supreme Court decision, the way I read the mind of the court there, what they were really trying to prevent was things like the Koch brothers in the South, PACs, right, political action groups, stuff like that, coming in and imbalancing the political process with a whack of money. And so I understand the FTQ, large organization. There are clear examples when you have a whack of money. Oui, en français. OK, excusez-moi. Il y a une difficulté, effectivement. Si un tiers veut s'introduire dans le débat, et clairement, il met des ressources, ça c'est des cas faciles. Les cas difficiles ne sont pas ceux où il y a beaucoup d'argent d'impliqué. Les cas difficiles sont ceux où on doit se demander y a-t-il oui ou non de dépenses et c'est pas clair. Les cas difficiles sont lorsqu'on se demande est-ce que c'est un média ou pas. Et souvent on est dans des zones grises et c'est dans ces zones grises-là qu'il faut se dépatouiller. Ben, je suppose que je me demande, est-ce que c'est vraisemblablement le place de la DGEQ d'évaluer si quelque chose est média ou non, ou est-ce que ça serait plutôt au CRTC? Est-ce que vous ne pourrez pas juste leur demander leur avis? On peut faire appel à une expertise ou une autre, là, mais nous sommes responsables d'administrer les règles sur les dépenses électorales. On ne peut pas déléguer cette responsabilité non, je comprends, dans d'autres. mais la question de définir une média, par exemple... Ça, on peut avoir... Quand je vous disais qu'on a des façons d'essayer de comprendre, puis de voir, puis de qualifier, toute bonne source est une bonne source. OK. On s'en prive pas. Parce qu'aujourd'hui, avec l'accessibilité de tous ces produits-là, c'est rendu très pas cher. Mais on peut penser qu'il y a bien de ce qu'on pourrait appeler des médias citoyens qui n'ont rien à voir avec le CRTC, et le CRTC s'en fout complètement. Et à ce moment-là, il s'agit tout de même de médias. Ouais. Puis tant mieux, si on n'a pas besoin, s'il ne fallait qu'une reconnaissance du CRTC, ça veut dire que tout ce qui n'est pas reconnu par le CRTC n'est pas un média. Et il y a peut-être des médias, des médias qui mériteraient de l'être reconnus. Puis à ce moment-là, ben, si on dit que quand le CRTC ne veut pas que vous soyez des médias, vous n'êtes pas des médias, la liberté d'expression de ces groupes-là, qui pourraient avoir le droit, parce qu'ils sont des médias, serait restreinte. Ben, la définition de média par rapport au CRTC n'est pas si restreinte que ça, mais je comprends votre point de vue. Mais je me demandais justement, on parlait de la qualité d'image, puis comment on peut évaluer s'il y a eu une coût de production ou non, parce que les vidéos amateurs, c'est permis, c'est correct. Mais quand vous impliquez des ressources professionnelles, des gens dont c'est habituellement le métier de faire ces choses-là, dans le décor, il y a une présomption à l'effet que... Une présomption, oui, mais peut-être que c'est pas la réalité. Si ben là, bénévolement... c'est ça qu'il faut décider. OK. Parce que même s'ils ont ce background-là, s'ils décident par bénévolat de le faire, puis que vous pouvez comprendre que oui, ça a été bénévole, c'est là-dessus qu'on ne s'entend pas. Okay. Moi, ce que je vous dis, c'est si ces services-là valent quelque chose, un jour, ces services-là valent quelque chose tout le temps. Oui, mais c'est théorique. Je veux dire, ils n'étaient pas réellement payés. C'est pas théorique, ce monde-là gagne leur vie avec ça. Pas pour cette production-là, par exemple. Ben, les gens qui ont fait cette production-là n'ont jamais gagné leur vie en faisant des films. C'est pas ça que j'essaie de vous dire. J'essaie de vous dire que, oui, généralement, c'est leur travail. Bon, mais... à ce moment-là, ça veut dire que ça vaut quelque chose, habituellement. Ces gens-là ne font pas ça gratuitement. Alors, soudainement, ils décident de le faire gratuitement. Ça, la loi électorale se méfie de ça. Se méfie, oui, mais il n'est pas en train de... Tu sais, la loi électorale ne dit pas que tu peux pas. La loi électorale dit que tu ne peux pas faire de dépenses ou ce qui équivaut à une dépense. Un service professionnel donné gratuitement, ça équivaut à une dépense.
Donc, des amateurs peuvent faire des productions vidéo et... Les diffuser sur YouTube, et tant que ça reste dans le monde de l'amateurisme, il y a une possibilité qu'on décide que c'est pas une dépense. OK. Puis, les corps de médias citoyens, de toute façon, c'est un mélange de amateurs et de professionnels. Donc, il y en a qui peuvent pas... Chaque cas est particulier. C'est ça. Parce qu'il y en a qu'un autre jour, oui, ils peuvent faire de l'argent avec leur capacité, mais dans ce cas, c'est... Donc, il y a un coût potentiel, oui, mais... Chaque cas est particulier. Oui, OK. Donc, c'est ça, j'ai juste une dernière chose. Vous avez dit que la loi électorale a été mise en place justement pour éviter que des personnes qui avaient la facilité d'accès aux capacités de diffusion puissent intervenir dans le processus électoral. Mais depuis que tout le monde a cette capacité-là, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Ça a beaucoup compliqué notre vie. Oui. Effectivement. Moi, c'est ma 4e élection. En 2007, on ne parlait pas de ces choses-là. Okay. Quand on parlait d'intervention de tiers, c'est des gens qui distribuaient des dépliants ou qui achetaient des pages de journal. Oui. On n'en parle plus du tout, il n'y en a plus du tout question de ça. OK. Mais pour éviter que ça soit quelque chose qui revient tout le temps, quelque chose qui est il faudrait sans doute tâcher d'améliorer la loi. Oui, peut-être faire des spécifications, quelque chose. Ajouter des exceptions, par exemple. Oui, où est-ce que ça passe l'amateur au professionnalisme? Voilà. Il y a une réflexion qui doit sans doute être faite à ce sujet-là. Oui. On en convient, mais tant que cette réflexion-là n'est pas faite, le directeur général de l'élection gère avec les moyens qu'il a et il fait du mieux qu'il peut.